Alors le Burunduk, c'est un tout petit écureuil qui fait entre 10 et 15 cm une fois adulte, pour une centaine de grammes, donc c'est vraiment un petit mammifère. On le reconnaît grâce à ses 5 rayures noires tout le long du dos. Par contre, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que on ne peut pas distinguer le mâle de la femelle. Les membres antérieurs possèdent 4 doigts et sont préhensibles. Ils sont plus courts que les membres postérieurs qui eux ont 5 doigts. Les tamias, ils ont une très bonne vue, mais ça sert à rien de mettre un petit camouflage parce qu'ils sont habitués à la présence des humains. Et en plus, ils sont pas très farouches. Cette forêt, elle est quand même incroyable. Pendant que je prépare le matériel, je vais vous parler un petit peu du tamia de Sibérie. Comme son nom l'indique, il vient de Sibérie, et plus particulièrement de l'Asie du Sud-Est. On le retrouve en Chine, en Corée, en Sibérie, toute cette grande région du Sud-Est asiatique. C'est d'ailleurs le seul représentant de son genre en dehors de l'Amérique. On l'appelle aussi l'écureuil de Corée. Donc ça, c'est surtout son nom commercial, parce qu'il était vendu comme animal de compagnie dans les années 50-60, notamment à Paris, dans toutes les animaleries des quais de Seine. Ensuite, il a été interdit à la vente. Et donc, ce qu'ont fait les animaleries, c'est qu'ils les ont relâchés dans la nature. C'est pour ça qu'on en trouve énormément dans les forêts d'Île-de-France. On a d'abord cru qu'ils allaient être en concurrence avec les espèces européennes, mais finalement, leur expansion est beaucoup moindre que ce qu'on pensait. Ils ont toujours le potentiel d'être une espèce extrêmement invasive, mais dans les faits, avec plus de 50 ans de recul, on remarque surtout que c'est l'effet inverse qui se produit. Les populations ont tendance à diminuer de plus en plus, voire à disparaître. Pour autant, c'est extrêmement important de suivre cette population, que ce soit au niveau du nombre d'individus ou de leur répartition géographique. Et ça, tout le monde peut y participer grâce au suivi qui est fait par le MNHN, le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ils ont une page dédiée où on peut indiquer toutes nos observations du tamia de Sibérie. Si vous en voyez 15 dans la journée, vous n'êtes pas obligé de spotter chacun d'entre eux. Par contre, vous pouvez indiquer les 2 extrémités de leur territoire et le nombre total d'individus rencontrés. Bon, eh bien, je pense qu'on est bon, on va pouvoir y aller. Dans le chemin, je suis passé près d'un étang que je connais bien. J'ai vu pas mal d'oiseaux. Je vous fais un petit montage. Ils sont plutôt pas mal, hein. C'est fou de voir comment la plupart des espèces cohabitent pacifiquement. On arrive sur le spot des tamias, alors baissons la voix. Alors pour les trouver, il n'y a pas vraiment d'indice de présence. Ils sont tout petits, donc ils laissent pas d'empreintes. Ils sont pas présents partout. On va surtout retrouver 2 indices. Les mêmes que les écureuils classiques, avec les noix, les noisettes, les glands qui seront mangés. Et dont la trace des dents est assez significative de l'écureuil. C'est pas forcément le tamia de Sibérie. Par contre, le tamia, il a une particularité, c'est le bruit qu'il fait. Il a un espèce de petit cri. On dirait comme quand on appuie sur un jouet de chien. C'est principalement comme ça que moi j'arrive à le reconnaître. Et ensuite je le cherche visuellement. Mais justement, il y en a un
on va s'installer. Il bouge absolument pas. Franchement là, ça fait 3 minutes que je filme. Il n'a pas bougé d'1 millimètre. Alors vous allez voir, je viens de dézoomer et on voit bien que la couleur de leur pelage, le contraste qu'il y a dessus et ces 5 rayures lui permettent d'être vraiment bien camouflés. Et vous voyez, il se met en hauteur et il bouge plus. J'ai eu de la chance de le voir parce que d'habitude, j'arrive à les voir que quand il bouge. On va faire quelques photos. Bon, il est mignon, mais il bouge vraiment pas. On va essayer de se déplacer pour le voir plus de face. Bon, je me suis déplacé et on voit qu'il bouge toujours pas. Par contre, vous voyez l'importance de se déplacer quand on fait de la photo. C'est que tout à l'heure, l'arrière-plan, il n'était pas foufou. Alors que là, il y a un bokeh qui est vraiment sympa. Pour l'accentuer, je vais essayer d'enlever l'appareil et vraiment de m'allonger par terre pour être à la même hauteur que l'écureuil. Donc ces petits écureuils, ils sont semi-arboricoles. Comme vous l'avez vu, il est proche du sol. Ils sont souvent au niveau des troncs d'arbres qui sont tombés au sol ou des buissons bien touffus. On les retrouve jusqu'à 2-3 mètres du sol maximum, sauf pendant la période d'hibernation, où là ils vont occuper un terrier un peu plus en hauteur. On va voir si on arrive à en trouver un autre. En tout cas, cette première observation était plutôt sympa. Bon, je profite de ma pause goûter pour vous parler de l'alimentation du tamia. Avec un peu de chance, il va passer sur les branches juste là. Alors vous surveillez bien et si vous le voyez, vous me le mettez dans les commentaires. Donc le tamia, il est omnivore. Il va passer 80% de sa journée à chercher de la nourriture. Il est totalement diurne, donc il va sortir quelques heures après le lever du soleil et se coucher dès que la luminosité va commencer à baisser. Et pendant ce temps-là, il va fouiller la forêt à la recherche de graines, de glands, de noisettes, mais il peut aussi se nourrir de petits insectes et de petits invertébrés. Quelques observations ont été remontées comme quoi il pouvait très rarement manger des œufs d'oiseaux, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, il mange des graines. Il va en stocker une partie dans ses joues et l'autre partie dans son terrier. Soit il récupère un nid de pique ou de mésange, soit il peut creuser un petit terrier directement au niveau de la terre dans un petit escarpement. Et en automne, il va commencer à amasser cette nourriture, faire des réserves, jusqu'à 3 voire 4 kilos. Il va éparpiller ses différentes réserves, il y en aura une principale dans son terrier, mais il aura également plusieurs annexes. Il est capable de se souvenir la plupart du temps où il les a mises. Tout ça pour préparer l'hibernation. Il va commencer à hiberner dès que les températures passent sous 16 degrés. Bon, c'est blindé de moustiques. Bon, on va faire un dernier tour pour voir si on en voit d'autres. Mais en attendant, je vais vous parler de leur reproduction. Donc naturellement, la reproduction se fait au printemps. La gestation dure 35 à 40 jours, donc les femelles vont pouvoir mettre bas 2 fois, avoir 2 portées par an. Chaque portée va compter de 1 à 8 petits tamias, et la femelle va les allaiter pendant 30 jours. Et ensuite, il va y avoir une dispersion des petits, et c'est là qu'il y a la plus grande mortalité, car le tamia a énormément de prédateurs, y compris en Europe. On retrouve parmi eux la belette, la martre, mais aussi le renard et la buse variable. En effet, la buse variable est responsable
de 30% de la mortalité des tamias. C'est impressionnant, mais c'est ce qui permet également que cette espèce ne soit pas invasive. Quand je vous dis qu'ils sont pas farouches, il y en a un juste au milieu du chemin. Bon bah il y a beaucoup moins de tamias que ce que je pensais. Après on est au mois de juin, il y en aura peut-être plus une fois que l'été sera bien installé. J'ai chaud malgré qu'on soit que en juin. Il fait enfin beau, mais 29 degrés d'un coup, ça pique. Mais ça me change du dernier vlog. Je te le mets juste là, j'ai été sous la neige. Prenez soin de vous et de la nature.